Un juge raciste condamne injustement un homme, mais est dénoncé dans un scandale de corruption. Le juge Armand Lambert dominait la salle d'audience comme un roi sur son trône. Son marteau frappait avec autorité, sa voix résonnait comme celle d'un oracle et son regard glacé figeait quiconque osait le contredire. Aux yeux du public, il incarnait la rigueur et la droiture. Mais derrière ce masque d'intégrité se cachait un homme rongé par la haine et les alliances obscures. Dans son bureau, les portraits de figures historiques ornèrent les murs. Pourtant, ce n'était pas la justice ni la loi qui guidèrent ses décisions, mais la peur de perdre le contrôle. Sa carrière, construite sur des mensonges et des manipulations, reposait sur un équilibre fragile. Quand on lui présenta le dossier d'un jeune ouvrier accusé d'agression, Lambert ne prit pas la peine de lire chaque page. Il vit seulement une photo. Le teint sombre de l'accusé, son regard fatigué et son adresse dans un quartier populaire suffirent à sceller son sort. Pour lui, cet homme n'avait pas besoin d'un procès équitable, juste d'une leçon. Malik Diarra, 30 ans, père de 2 enfants, entra dans le tribunal menotté, le visage fermé. Il ne comprenait pas comment sa vie avait pu basculer en quelques jours. Ouvrier dans une entreprise de construction, il avait toujours évité les ennuis, travaillant dur pour nourrir sa famille. Mais un soir, un incident éclata près d'un bar. Un homme blanc, fils d'un notable local, fut blessé. Les témoins, ivres, avaient vaguement désigné Malik, présent sur les lieux par hasard. Son avocat, commis d'office, tenta de plaider la confusion. Mais le juge Lambert n'écoutait déjà plus. À chaque phrase, il esquissait un sourire ironique, comme s'il assistait à une pièce ridicule dont il connaissait la fin. Malik jurait son innocence, mais sa voix tremblait. Dans la salle, les murmures racistes s'élevaient. Les jurés détournèrent les yeux, gênés ou complices. Et Lambert, savourant ce sentiment de puissance, prononça la sentence avec un calme glaçant. 10 ans de réclusion. Le marteau frappa. Un cri étranglé résonna. La justice venait de mourir. Une fois de plus, la condamnation de Malik fit peu de bruit. Dans les journaux, l'affaire fut traitée en quelques lignes. Pourtant, au palais de justice, les couloirs bruissaient de rumeurs. Certains greffiers parlaient à voix basse. « Lambert va trop loin », disaient-ils. D'autres, plus prudents, préféraient se taire. Mais une personne, au fond du système, décida de ne pas détourner le regard. Élise Marchand, une jeune journaliste judiciaire. Elle assistait souvent au procès pour un petit hebdomadaire local, notant les contradictions, les excès, les injustices. Le verdict contre Malik la choqua. Elle avait vu les preuves, ou plutôt leur absence. Aucun témoin fiable. Aucune empreinte, juste des suppositions et le poids d'un préjugé. Élise commença à fouiller. Elle découvrit que le fils de la victime avait déjà eu des démêlés avec la police, toujours étouffé. Et, plus troublant encore, que Lambert avait récemment rendu plusieurs jugements étrangement favorables à certains hommes d'affaires, tous liés à la même banque qui finançait ses campagnes de charité. Ce n'était plus une intuition, c'était une toile de corruption. Et Malik n'était que l'une de ses victimes. Armand Lambert n'avait pas toujours été ce juge froid et méprisant. Il avait commencé comme idéaliste, croyant sincèrement à la justice. Mais les années l'avaient endurci, puis corrompu. Une erreur de jeunesse, une trahison, un dossier maquillé, l'avaient mis sous la coupe d'hommes puissants. Depuis, il leur obéissait sans jamais poser de questions. Une nuit, seul dans son bureau, il relisait un vieux dossier, celui de son premier scandale étouffé. Une affaire de détournement dans laquelle il avait blanchi un politicien influent. Son cœur battait vite. Ces pages étaient son secret le plus dangereux. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Élise, dans l'ombre, avait trouvé une copie de ce même dossier. Et elle n'était pas la seule. Un fonctionnaire anonyme, autrefois loyal, avait décidé de tout révéler. Les fondations de son empire de mensonges commençaient à trembler et le moindre faux pas pourrait tout faire exploser. Élise publia son premier article une semaine plus tard. Le titre fit l'effet d'une bombe. Quand la justice ferme les yeux, l'affaire Diarra et le juge Lambert. Au début, Lambert rit. Il croyait l'affaire insignifiante. Mais le lendemain, les médias nationaux reprirent le sujet. Des ONG dénoncèrent le racisme institutionnel. Des manifestants se rassemblèrent devant le tribunal avec des pancartes « Justice pour Malik. Aucun homme n'est au-dessus de la loi ». Sous la pression, le parquet ouvrit une enquête interne. Lambert sentit la peur s'insinuer dans ses veines. Les regards changèrent. Ses collègues, autrefois serviles, devenaient distants. Pendant ce temps, Malik, dans sa cellule, apprit la nouvelle par un gardien compatissant. Pour la première fois depuis des mois, un mince sourire éclaira son visage. La vérité, pensa-t-il, finit toujours par respirer, même à travers les murs les plus épais.
Armand Lambert ne dormait plus. Ses nuits étaient hantées par les visages des accusés qu'il avait condamnés avec mépris, par les murmures de ceux qui l'avaient trahi. Il s'efforçait de garder son calme en public, mais à l'intérieur, tout s'effritait. Chaque appel téléphonique, chaque lettre anonyme déposée sur son bureau réveillait en lui une peur viscérale, celle d'être découvert. Un matin, il reçut une convocation du Conseil supérieur de la magistrature. L'enquête sur ses pratiques avait officiellement débuté. Derrière les mots polis, il devinait la menace. Ses amis d'hier, ces politiciens qu'il avait protégés, se dédouanaient déjà, effaçant toute trace de leur lien. Lambert comprit qu'il devenait le bouc émissaire idéal. Dans le silence de son bureau, il contemplait ses trophées, ses distinctions, ses photos officielles. Tout ce qu'il avait bâti reposait sur un mensonge. Et plus il tentait de se défendre, plus les preuves s'accumulaient contre lui. Des virements suspects, des décisions douteuses, des communications interceptées. La forteresse qu'il croyait imprenable se transformait en cage. La ville n'avait pas connu une telle agitation depuis des décennies. Devant le palais de justice, les manifestants se rassemblaient chaque jour, réclamant la révision du procès de Malik Diarra. Des pancartes frappèrent le vent, des voix s'unissaient dans un chant de révolte. Pas de justice! Pas de paix, les médias internationaux s'emparèrent de l'affaire. Les images du juge Lambert quittant son tribunal sous escorte devinrent virales. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, exposant d'autres verdicts controversés rendus par le même magistrat. Malik, lui, observait tout cela à travers les pages froissées des journaux. Il ne comprenait pas encore l'ampleur de ce qui se jouait dehors, mais il sentait que quelque chose changeait. Les gardiens étaient moins durs, les regards plus compatissants. Dans les couloirs du tribunal, Élise continuait son enquête, recevant des menaces anonymes, des appels inquiétants. On tentait de l'intimider, mais elle refusait de reculer. Elle savait qu'au bout de ce labyrinthe de corruption, une vérité beaucoup plus grande l'attendait, une vérité capable de renverser tout un système. Un soir, Élise reçut un message crypté provenant d'une adresse inconnue. « Je sais ce que Lambert cache. Venez seul au parking du palais. » Niveau 2. Son cœur battait la chamade. Elle hésita, consciente du danger, mais la curiosité et le devoir journalistique l'emportèrent. L'homme qui l'attendait dans l'ombre portait une capuche. Sa voix tremblait légèrement. C'était un ancien greffier du tribunal, licencié sans motif apparent. Il lui remit une clé USB contenant des enregistrements confidentiels, des conversations entre Lambert et un promoteur immobilier, prouvant des échanges de faveurs contre de l'argent et des promesses d'influence. « Il n'est pas seulement corrompu », murmura le témoin. « Il a détruit des vies pour se protéger, puis il disparut dans la nuit avant qu'Élise ne puisse le questionner davantage. Cette clé devint sa preuve maîtresse. » En écoutant les enregistrements, la journaliste sentit un mélange d'effroi et d'excitation. Elle savait que ce qu'elle détenait pouvait faire tomber l'un des hommes les plus puissants du pays, mais elle ignorait encore à quel point le prix serait lourd à payer. Lambert apprit par hasard que des documents compromettants circulaient. Il tenta d'étouffer l'affaire, ordonnant la destruction de certains dossiers et contactant des alliés politiques. Mais il était trop tard. La presse s'enflammait. Les procureurs sentaient le sang. Un soir, il rentra chez lui et trouva sa maison fouillée, les tiroirs éventrés, les cadres brisés, un message griffonné sur son bureau. La vérité arrive. La panique le submergea. Il se mit à boire, cherchant dans l'alcool un répit illusoire. Ses cauchemars se mêlaient à la réalité. Les visages des victimes qu'il avait condamnées hantaient chaque miroir. Pendant ce temps, Élise préparait un reportage télévisé avec les preuves sonores. Le pays entier allait entendre la voix du juge corrompu. Mais dans l'ombre, Lambert, acculé, commença à envisager l'impensable, détruire les preuves et, si nécessaire, détruire ceux qui menaçaient son secret. Le jour de la diffusion approchait. Les bureaux de la rédaction étaient en effervescence. Élise révisait les dernières séquences, relisant chaque mot avec précision. Tout devait être irréprochable. Aucune faille, aucune erreur. Le moindre doute pouvait servir à discréditer son travail. Dans la rue, la tension montait. Des policiers étaient déployés autour du tribunal. Des journalistes campaient jour et nuit devant la demeure du juge. Lambert, isolé, voyait sa réputation s'effondrer en direct. Ses appels restaient sans réponse. Ses anciens alliés l'évitaient. Même sa famille s'éloignait, incapable de supporter la honte. Ce soir-là, il se regarda longuement dans le miroir. Les cernes, les rides, la fatigue. Il ne se reconnaissait plus. « Ils veulent me détruire », murmura-t-il, la voix tremblante. Mais au fond de lui, une voix plus ancienne murmurait « Non, Armand, c'est toi qui as tout commencé. » Et tandis que la ville retenait son souffle,
La tempête de vérité s'apprêtait à éclater. À l'aube, les chaînes d'information interrompirent leur programme. Sur tous les écrans du pays, le visage d'Élise Marchand apparut, calme, déterminé. Le reportage commença par un simple titre, Le juge et la corruption, les preuves d'un système pourri. Les enregistrements se succédèrent. Lambert acceptant un pot de vin, promettant un jugement favorable, parlant avec un mépris glacial des accusés sans importance. Sa voix, reconnaissable entre toutes, résonna dans chaque foyer. En quelques heures, la société tout entière entra en ébullition. Les citoyens, outrés, réclamèrent des comptes. Les journaux titraient sur « La chute du juge intouchable ». Les juges honnêtes se désolidarisèrent de lui. Le parquet lança un mandat d'arrêt. Lambert, reclus dans sa maison, regardait son visage s'afficher sur les écrans. Sa mâchoire se crispa. Il pensa fuir, quitter le pays, mais toutes les issues étaient déjà bloquées. Le monde qu'il avait construit s'effondrait comme un château de cartes. Et dans les ruines de son orgueil, il ne restait que la peur, celle d'être jugé à son tour. Cette nuit-là, une silhouette s'approcha de la rédaction où Élise travaillait encore, relisant les réactions au reportage. Un bruit métallique résonna. La lumière clignota. Un homme encapuchonné pénétra discrètement, un pistolet dans la main droite. C'était un ancien complice de Lambert, envoyé pour régler le problème. Mais Élise n'était pas seule. L'ex-greffier, celui qui lui avait donné la clé USB, l'attendait pour la raccompagner. Quand il vit l'homme armé, il réagit instinctivement, lui jetant une lampe au visage. Une lutte s'ensuivit, brève mais violente, un coup parti. Le silence retomba. Quand la police arriva, l'assaillant gisait à terre, blessé. Élise tremblait, couverte de sang mais vivante. Le greffier avait pris une balle à l'épaule. Avant d'être emmené, il murmura à la journaliste « Ne t'arrête pas maintenant, il doit payer ». Ce soir-là, Élise comprit que sa quête de vérité n'était plus seulement journalistique. C'était un combat pour tous ceux que le système avait écrasés. Le lendemain matin, les policiers frappèrent à la porte du juge Lambert. Il ouvrit, livide, vêtu d'une chemise froissée. Aucun mot ne fut prononcé. Les menottes claquèrent sur ses poignets. Les caméras, massées devant sa demeure, capturèrent chaque seconde. L'homme autrefois craint, aujourd'hui humilié, fut conduit au poste sous les cris de la foule « Justice! Justice !» Lors de son interrogatoire, Lambert tenta de nier. Il parla de montage, de complot politique, de manipulation médiatique. Mais face aux preuves irréfutables, les enregistrements, les virements bancaires, les témoignages, sa défense s'effondra. Le procureur le fixa avec mépris. « Vous avez jugé des centaines d'hommes, monsieur Lambert. Aujourd'hui, c'est à votre tour d'écouter la sentence de la loi. » Pour la première fois depuis des années, Lambert sentit ce qu'il avait infligé à tant d'autres, la peur du verdict. Pendant ce temps, Malik Diarra attendait. Les jours s'étaient transformés en mois, la solitude en résignation. Mais un matin, un gardien arriva, le visage illuminé. « Malik, prépare-toi, ton dossier va être rouvert. » Il ne comprit pas tout de suite, puis il vit les journaux qu'on lui tendait. Le visage du juge Lambert en couverture, menotté, titré « La justice se retourne contre le corrompu ». Les larmes lui montèrent aux yeux. Il pensa à ses enfants, à sa femme, à tous ces jours perdus dans le froid des murs. Quelques semaines plus tard, un nouveau procès fut organisé. Cette fois, les preuves furent examinées avec soin. Les témoins se rétractèrent, certains avouant avoir subi des pressions. Le verdict tomba non coupable. Lorsque Malik sortit de prison, la foule l'attendait dehors, acclamant son nom. Il leva les yeux vers le ciel, un souffle d'air pur emplissant ses poumons. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre. Le procès du juge Lambert devint un événement historique. Des mois de débats, d'analyses, de révélations. On découvrit qu'il n'était pas le seul. Tout un réseau de magistrats et de politiciens trempés dans la corruption fut mis à nu. Élise, désormais célèbre, suivait chaque audience, son carnet toujours à la main. Mais elle n'écrivait pas pour se glorifier. Elle voulait que la mémoire reste, que plus jamais un homme ne soit condamné à cause d'un nom, d'une couleur ou d'un silence imposé. Lambert, quant à lui, resta impassible pendant tout le procès. Mais le jour du verdict, lorsqu'il entendit la sentence, 20 ans de prison ferme, un frisson le traversa. Pas de colère, pas de cri, juste un regard vide. Celui d'un homme qui réalise trop tard la gravité de ses choix. Et tandis qu'il était emmené, un murmure parcourut la salle. La justice a enfin retrouvé sa voix. La cellule de Lambert était froide et nue. Chaque matin, il se levait au son du verrou métallique,
comptait les secondes avant que la lumière pâle du jour ne filtre à travers la grille. Le juge, autrefois maître des destins, n'était plus qu'un numéro parmi d'autres. Au début, il résistait. Il refusait de parler, refusait de se mêler aux autres détenus. Mais les jours se transformèrent en semaines, les certitudes en regrets. Il se mit à écrire des lettres à sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis des années, des confessions qu'il n'envoyait jamais. Sur le papier, il revivait chaque jugement, chaque sentence rendue par orgueil ou préjugé. Et plus il écrivait, plus la honte le dévorait. Dans un coin de sa cellule, un vieux détenu lui dit un jour « Tu as passé ta vie à condamner. Peut-être qu'au fond, tu cherchais toi-même la condamnation. » Ces mots le frappèrent plus durement que toutes les peines. Lambert comprit alors que la justice qu'il avait trahie revenait le hanter, non par vengeance, mais par vérité. Malik Diarra, lui, tentait de se reconstruire. Le monde extérieur avait changé. Ses enfants avaient grandi, sa femme avait dû apprendre à survivre sans lui. Les premiers mois furent difficiles, les gens l'observaient avec curiosité, certains avec compassion, d'autres avec méfiance. Mais Malik garda la tête haute. Il trouva un emploi dans une association d'aide aux victimes d'erreurs judiciaires. Chaque jour, il rencontrait des visages marqués par l'injustice, des voix étouffées par le système. Et dans leurs récits, il retrouvait un écho du sien. Il devint un symbole de résilience, un témoin vivant de la faillite du pouvoir. Un soir, devant une salle pleine, il déclara « Ils m'ont pris ma liberté, mais ils ne m'ont pas pris ma dignité. Aujourd'hui, je me bats pour que plus jamais un homme ne soit jugé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. » Ce discours fut retransmis dans tout le pays. Pour beaucoup, Malik n'était plus une victime. Il était devenu la voix de la justice retrouvée. Élise Marchand, quant à elle, vécut un étrange paradoxe. La gloire et le poids de la vérité. Son enquête avait changé la justice, mais elle avait aussi fait d'elle une cible. Les menaces continuaient, voilées ou explicites. Certains la traitaient d'héroïne, d'autres de traîtresse. Pourtant, elle refusait de se laisser intimider. Elle écrivit un livre, Les ombres du verdict. Dans ces pages, elle retraça le parcours de Lambert, la chute d'un homme, la douleur de Malik, la complicité du silence. Ce fut un succès retentissant, mais plus que les ventes, c'était la conscience collective qui changeait. Dans les universités, on débattait de ces chapitres. Dans les tribunaux, de nouvelles règles de transparence furent mises en place. Une nuit, assise devant sa fenêtre, Élise pensa à tout ce qu'elle avait perdu. La peur, la naïveté, la tranquillité. Puis, elle pensa à ce qu'elle avait gagné, le sens. Et elle sut que, malgré tout, elle recommencerait. Un matin d'hiver, un gardien remit à Lambert une lettre. L'écriture était soignée, sobre. « Monsieur Lambert, je ne vous écris pas pour vous maudire, ni pour vous pardonner. Vous m'avez volé des années de ma vie, mais votre chute m'a rendu justice. J'espère seulement qu'en prison, vous avez trouvé ce que vous refusiez autrefois de voir, l'humanité. » Malik Diarra. Lambert resta longtemps immobile, la lettre tremblant entre ses doigts. Puis il leva les yeux vers la lumière grise du matin. Pour la première fois, il pleura. Non pas de honte, ni de colère, mais d'un chagrin pur, celui d'un homme qui comprend enfin. Les larmes tombèrent sur la feuille, effaçant lentement les mots. Le pardon n'effaçait pas les fautes, mais il ouvrait la porte à quelque chose de plus rare encore, la rédemption. Des années plus tard, la ville s'était apaisée. Le nom de Lambert appartenait au manuel d'histoire, celui de Malik à la mémoire collective. Élise était devenue une figure respectée du journalisme d'investigation, formant de jeunes reporters à poursuivre la vérité, même quand elle dérange. Un matin, une plaque fut inaugurée devant le palais de justice, en mémoire de ceux que la justice a trahis et de ceux qui ont eu le courage de la réparer. Parmi la foule, Malik se tenait silencieux. Il regarda le bâtiment autrefois symbole de son malheur, désormais porteur d'un message d'espoir. Le vent souffla doucement. Il pensa à Lambert, enfermé quelque part, à Élise, toujours en quête de vérité, et à tous ceux qui avaient souffert du silence. Puis il ferma les yeux, car la justice, enfin, n'était plus une ombre. Elle respirait à nouveau, dans chaque mot, chaque cœur, chaque regard.